Chaque matin, des milliers de collaborateurs badgent pour entrer dans leur entreprise. Mais que se passe-t-il une fois les portes franchies ? Qu'est-ce qui se passe quand on travaille chez Ledger, Saint-Gobain ou Ikea ? Je suis Claire Baruffi et je suis passionnée de marque employeur et par tout ce qui touche à l'influence des marques. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai fondé Megabar, une entreprise qui aide les employeurs à construire une marque qui attire et engage les meilleurs talents. Megabar, c'est le podcast qui vous ouvre les portes des entreprises les plus attractives de France. On explore leur culture, leur onboarding, leurs valeurs et tous ces petits détails qui font toute la différence au quotidien. Alors, prêt à badger avec nous et découvrir l'envers du décor ? Bienvenue dans Megabar. Aujourd'hui, on accueille The DRH de l'entertainment, Valérie Bernard, ex-DRH de Canal+, aujourd'hui chez Deezer. Valérie incarne une RH créative, humaine, intuitive, un vrai rayon de soleil, vous allez voir. Dans cet épisode, elle nous envoie donc plein de paillettes dans les oreilles en décortiquant le quotidien collaborateur chez Deezer, la culture maison, culture qui, rappelons-le, est une culture made in France, oui madame. Et puis, elle nous parle un peu de sa vision du rôle de RH, ses convictions qu'elle nous partage sans filtre dans un univers qui est en perpétuelle évolution. J'espère sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu à l'enregistrer. Bonne écoute. Salut Valérie, comment vas-tu ? Je vais très bien Claire, merci et toi ? Moi ça va super, je suis très contente de te recevoir, je sens qu'on va passer un bon moment avec toi. C'est gentil, merci de m'avoir invitée. Alors, on va démarrer direct dans le dur. Donc, si tu as peut-être écouté les premiers épisodes, Valérie, tu sais qu'on commence toujours par ton entretien d'embauche. Je pense que je dois avoir un vieux désir enfoui d'être recruteuse. Et donc, ça veut dire que pour les prochaines minutes, c'est toi la candidate. Les auditeurs et moi, on est recruteurs. Donc, c'est le moment de tout envoyer pour nous convaincre de t'embaucher, nous parler du fait que tu as 0,6 de Louis XIV. Les gens comprendront, je pense, plus tard. Je te laisse te présenter. Valérie, c'est parti pour ton entretien d'embauche. Allez, go. Allez, je vais te donner. Alors, écoute, déjà, je suis DRH. Donc, je ne sais faire que ça. Ça fait plus de 20 ans que je fais des ressources humaines. Et on va dire qu'il y a 3 drivers dans l'ensemble de mon parcours qui ont été vraiment mes moteurs pour tout le fil rouge de ma carrière. Le premier, c'était d'avoir des postes dans des entreprises à taille humaine pour être proche et de l'activité du business de l'entreprise et des gens. C'est-à-dire que j'étais souvent dans des grands groupes et avoir des noms sur des fichiers Excel, c'est pas quelque chose qui me convient. J'ai besoin de reconnaître la tête de chacun et le parcours de chacun. Le deuxième axe, c'est d'être dans des entreprises qui tournent autour de la création et de la créativité. Alors, même si j'ai démarré mon parcours en grande distribution, donc en magasin, je suis quand même restée 8 ans, je me suis beaucoup amusée. J'avais toujours quelque chose en moi qui était autour de l'artistique, de la créativité, de la création. C'est pour ça que derrière, j'ai bifurqué vers l'entertainment, le divertissement au sens large. Et puis le troisième axe, c'est un axe qui est plutôt international. C'est assez récent dans mon parcours. Enfin, j'ai travaillé pendant longtemps dans la filiale d'une chaîne de télévision, notamment sur le développement international. Mais c'était plutôt dans des pays francophones. Et depuis 6 ans, je travaille complètement sur des territoires internationaux. Et c'est d'une richesse folle. Et du coup, c'est un driver aussi important pour moi. Donc, j'ai choisi un peu mes jobs comme ça. Donc, j'en ai parlé. D'abord, chez Carrefour, j'ai tout appris là-bas. C'était une excellente école. Ensuite, je suis partie dans la télévision, donc chez Canal pendant presque 13 ou 14 ans. Puis ensuite, dans un groupe qui produit des émissions de télévision. Après, j'ai fait d'autres petites expériences dans le luxe, etc. Et maintenant, depuis 2 ans, super heureux chez Deezer, où je tiens effectivement la fonction de DRH et de développement durable. Et je m'amuse beaucoup. Écoute, ça, j'ai pas de mal à le croire. Toi, t'as vraiment choisi des boîtes à chaque fois trop bien, quoi. Moi, Deezer, je trouve que c'est une boîte qui respire, tu vois, l'attractivité. T'as aucun doute, en fait, sur l'employeur Deezer. Alors, merci de le dire, c'est gentil. Je pense qu'effectivement, la marque est très, très forte. C'est une marque, ça fait partie des licornes françaises. Il y en avait très peu. Il y a 20 ans, hein, l'entreprise va fêter ses 19 ans cette année.
Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était vraiment avant la bulle Internet, etc. Donc, c'était vraiment des aventures et des histoires d'entrepreneuriat qui étaient assez dingues. Et c'est une marque qui a tout de suite rayonné, explosé. Donc, ça a quelque chose dans l'imaginaire des gens, ça c'est sûr. Et ensuite, vu de l'intérieur maintenant, je découvre effectivement une culture aussi qui est extrêmement bienveillante, vraiment orientée sur le respect des gens. Et c'est une vérité, je veux dire, c'est pas juste un axe de communication pour faire bien dans la tech, on est jeune, on est sympa. C'est pas du tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans un pilier d'ADN finalement et des gens et de l'entreprise depuis qu'elle a été elle est née en fait. Donc c'est vrai que c'est une boîte attachante. Ok, bah écoute, on va découvrir ça avec toi, on va ouvrir un petit peu le capot. Déjà, juste pour repréciser, bon, je pense que Deezer, tout le monde connaît, enfin, avec un taux de notoriété, vous étiez pionnier. Vous êtes aujourd'hui, bah, comme tu le disais, la plateforme française, 80%, je crois, j'écoutais tes interviews, Made in France. Mais peut-être de nous repréciser, bah, tu vois, combien de collaborateurs, combien de bureaux vous avez dans le monde. Toi, tu disais que tu habites moitié en Suisse, mais du coup, tu travailles où, toi, tu vois, par exemple? À Paris. Alors en fait, moi j'ai une organisation assez particulière, c'est que j'ai été recrutée, j'étais déjà en Suisse, et effectivement, je fais 4 jours à Paris, et donc c'est important pour la fonction ressources humaines d'être proche des équipes. Et 80% de nos effectifs sont basés sur notre siège à Paris. Ensuite, on a des bureaux au Brésil, à Londres, en Allemagne et enfin en Allemagne, on est une équipe, on n'a pas de bureau. Et puis on a aussi un bureau important à Bordeaux et pour environ 600 collaborateurs répartis sur l'ensemble de ces sites-là. Voilà, c'est ce que tu voulais savoir. Ouais, exactement. Écoute, je te remercie. Donc, 600 collabs, tu disais. Vous êtes coté en bourse depuis 3 ans, peut-être? Depuis 2022, depuis juillet 2022, Ouais. ce qui a été aussi quelque chose qui a transformé beaucoup l'entreprise, ce qui nous a permis d'avoir une exigence sur le résultat, parce que comme toute boîte de la tech qui se respecte, on n'était pas encore à ce qu'on appelle le break-even, c'est-à-dire le point mort de rentabilité, ce qu'on va être cette année. Et donc voilà, cette mise en bourse nous a permis surtout d'avoir des investissements pour continuer nos développements. Déjà, on s'autofinance. C'était pas encore le cas avant la mise en bourse. Et puis, à partir de cette année, à la fin de l'année, si tout va bien, cross fingers, mais on est assez confiant, on atteindra le point de rentabilité. D'accord. Bon, bah écoute, alors on croise les doigts avec toi. Du coup, tu parles de cette mise en bourse comme d'un un virage culturel. Tu en identifies d'autres, en fait, des virages culturels comme ça que vous avez dû vivre ces dernières années? Alors, c'est la particularité de Deezer, c'est qu'on est une très grande marque, mais on est assez petit dans le paysage mondial des plateformes de streaming. Bon, vous connaissez les grands compétiteurs qui sont de très loin bien plus gros que nous. Et donc, on doit se débrouiller pour pouvoir exister au niveau mondial, parce que nous, on vend notre produit dans plus de 140 pays. Donc, on est très fort en France, bien évidemment, mais on est présent aussi dans 140 pays. On peut s'abonner à Deezer dans 140 pays. Et ben, dans ces territoires-là, on n'a pas forcément la même position. Donc, on a besoin aujourd'hui de trouver des axes de différenciation qui fassent que on puisse se battre contre ces gros compétiteurs qu'on a en face de nous. Ce qu'a réussi à développer l'entreprise à partir de son ADN de départ, mais vraiment qu'il a cultivé, qu'il l'a développé encore plus, c'est son vecteur d'innovation. C'est-à-dire que notre produit, franchement, je suis pas à l'origine de ça, j'étais pas là au début, donc je le dis alors avec un peu de partialité parce que ça fait quand même 2 ans que je suis dans l'entreprise. Mais c'est vraiment un produit qui est différenciant, c'est-à-dire qu'on a vraiment des fonctionnalités dedans, une navigation, etc., qui fait que vraiment nos abonnés, quand ils commencent à goûter à Deezer, ils veulent plus aller ailleurs. Et surtout, bah, on s'est positionné aussi parce qu'on y croit, parce qu'on défend la création sur la rémunération des artistes. Et donc, on a développé des technologies qui nous permettent déjà d'éliminer beaucoup les fraudes, parce qu'il y a pas mal de fraudes sur les plateformes de streaming. Oui, j'entendais, ouais. À l'IA notamment. Voilà, donc du coup, nous, on a déjà éliminé de notre catalogue tous les bruits de fond qui mangeaient du stream pour les artistes et donc qui baissaient leur rémunération. Et puis là, récemment, on vient de lancer effectivement une technologie qui nous permet de bannir de notre plateforme tous les contenus musicaux qui sont 100% faits à partir d'AI. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un artiste qui utilise
l'intelligence artificielle, c'est OK. Je veux dire, ça, c'est un outil de création aussi. Donc, on n'est pas, voilà, il faut pas être contre l'intelligence artificielle, surtout que nous, on l'utilise beaucoup dans nos moteurs de recommandation, par exemple. Mais quand ça devient du 100% édicté par des machines et que ce sont en fait des fermes au stream, c'est-à-dire que c'est des morceaux qui n'ont aucun intérêt et qui vont vraiment phagocyter la vraie création. À ce moment-là, nous, maintenant, on arrive à les détecter avec une technologie vraiment qui est de pointe pour pouvoir les bannir du catalogue et donc rémunérer les vrais gens qui font de la vraie musique. Ok. Donc, ouais, vous êtes proche. Enfin, la création, c'est vraiment le maître mot un peu chez Deezer. Je voyais d'ailleurs que, en fait, c'est carrément un plus si tu joues de la musique au moment de ton entretien d'embauche chez Deezer. Ouais. Alors non, non, attention, on n'est pas producteur de musique, on produit pas l'artiste. Par contre, on est très artiste. Je vais vous faire un anglicisme, mais friendly. C'est-à-dire qu'on voilà, on soutient la création artistique et c'est important pour nous. Et effectivement, nos collaborateurs ne viennent pas chez nous par hasard. Il y a un vrai attrait pour cet art. Et puis on a des Deezer Bands en interne et on a plus de 100 collaborateurs qui jouent, qui chantent et qui sont musiciens. Et donc, ils viennent effectivement aussi chez Deezer parce qu'il y a cet accès effectivement à la création musicale et puis ils peuvent aussi faire vivre leur passion à l'intérieur d'entreprises. Ouais. Ok. Et tu vois, je reviens un tout petit peu en arrière là sur Deezer. Moi, je trouve donc évidemment que j'ai parlé à la maison, à mes copines. Je dis, je vais interviewer Valérie de Deezer. La fille est trop fière. Et Deezer, en fait, ça fait partie de ces marques où il y a des vrais fans. C'est-à-dire qu'en fait, les utilisateurs de Deezer te font un plaidoyer en fait. Et donc, j'ai découvert que vous aviez un catalogue de musique, mais qui écrasait en termes de nombre votre principal concurrent Spotify. Je trouve enfin, moi, je ne savais pas. Écoute, en tout cas, je ne savais pas ça. Alors, en fait, pour de vrai, on n'a pas forcément beaucoup plus de titres que le catalogue de Spotify. Pourquoi? C'est parce que en fait, en musique, tu n'as pas de différenciation de catalogue. C'est-à-dire que chaque plateforme de streaming doit prendre le catalogue du label et il peut pas choisir les titres qui est à l'intérieur. Par contre, là, où effectivement le produit est très fort, c'est que le moteur de recommandation vraiment s'adapte à tes goûts. Et c'est pas un moteur de recommandation lambda qui va pousser soit par accord avec les labels certains titres, soit qui va transformer. Alors je veux pas parler pour Spotify parce que tout le monde le fait à peu près, mais effectivement notre algorithme est un algorithme qui est ultra personnalisé. Donc en termes de découverte de nouveaux titres ou de nouveaux sons, ça donne accès à plus de choix. Voilà. Oui. Ok, d'accord, très bien. Écoute, merci pour cette précision. Alors, on parle de culture et c'est vrai que j'ai entendu, tu parles beaucoup des managers en fait quand tu parles de la culture et tu dis notamment que la culture se construit par les managers. Vaste thème, je trouve ça passionnant parce que les managers, on dit de plus en plus qu'ils sont désengagés, que plus personne ne veut devenir manager. Est-ce que toi, c'est des choses que tu observes chez Deezer? A priori, non. Alors non, pas chez nous. On l'observe pas chez nous. Alors moi, je trouve toujours, attention, je trouve toujours courageux et honnête de dire, moi, je veux continuer en fonction d'expertise et je veux pas manager parce que manager, c'est très dur. Manager, ça s'apprend. Alors, on peut avoir des formations, etc., mais ça s'apprend à l'épreuve de l'expérience. Oui, c'est pas une fin en soi. Et il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui sont pas faits pour ça. Donc, il faut, voilà. Et donc, nous, on a notamment un tiers de nos effectifs qui sont des professionnels de la tech et donc des développeurs avec tous les métiers qu'il y a derrière. Et on a pas mal de gens, notamment dans ces filières métiers-là, qui nous disent, moi, manager, c'est non. Et c'est respect, ok. Je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'on prenne un job de management et que finalement, on l'exerce mal. D'autant que nous, on a des carrières possibles aussi dans des fonctions d'expertise. Donc, ça les bloque pas. Donc, c'est aussi une façon voilà, d'avoir des gens qui s'engagent dans la filière management avec envie. Et on n'a plutôt pas trop de mal, je dirais, quand on a les postes ouverts, à avoir des gens en interne qui postulent. Et effectivement, moi, je pense que la culture, elle doit s'incarner. Une culture qui s'incarne pas, c'est une culture qui vit pas et elle meurt. Et donc, il faut que nos managers, ils soient vraiment dans leur propre expression de leur style, mais qui puissent aussi voilà, suivre le cadre général de
ce qu'est Deezer et ce que veut faire Deezer auprès de ses collaborateurs. Ok. Je sais pas si je répondais à quelle question. Mais écoute, j'allais te faire justement 2 mini-questions. Ma grande spécialité, l'arborescence, c'est en gros, je me dis, d'un côté, première question, comment tu les accompagnes dans leur rôle de manager et dans le rôle de pilier de l'ADN Deezer? Première question. Et la deuxième question, c'était sur le fait que tu peux progresser dans l'entreprise sans être promu au Saint Graal du titre de manager. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas envie de manager, tu pourras quand même continuer de progresser. Voilà. Tout à fait. Donc, je réponds déjà à la première question. Donc, comment on les accompagne? En fait, on les cerne un petit peu de tous les côtés. Donc, avec plaisir. Attention, ils sont plutôt contents d'avoir ce support-là. Mais déjà, moi, j'ai une équipe sur le terrain qui les accompagne énormément, qui fait beaucoup de coaching, qui les aide et qui les soutiennent dans leurs activités au quotidien. On a de la chance chez Deezer de faire que la fonction RH soit une fonction qui est vraiment reconnue et qui est très utilisée par les gens sur le terrain. Donc, du coup, on a une proximité avec nos managers et ils nous demandent souvent conseil, ils nous demandent souvent de les aider, de les coacher. Et mon équipe fait un boulot de dingue avec eux pour effectivement les aider au quotidien parce que c'est un petit peu tous les jours et c'est pas juste une fois dans l'année qu'on parle management. Ensuite, bien évidemment, on a des formations. On a des super formations sur étagère. Et ce qu'on a fait depuis récemment, on a développé 2 programmes. On a développé un programme pour les fonctions de leadership sur le leadership où on va travailler uniquement en peer-to-peer. Alors, c'est un mot moche, mais ça veut dire en gros en français. J'aime beaucoup finalement le mot français. C'est un peu du compagnonnage. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, donc généralement à l'extérieur, si c'est des fonctions de leadership, des gens qui sont experts des thématiques, qui vont venir donner des cours et faire des masterclass. Et donc, c'est pas des profs, c'est des gens qui sont en poste et donc qui peuvent transmettre finalement aussi leur expérience, y compris quand ils ont raté, parce que c'est là où on apprend le plus, généralement. Et puis, pour les management intermédiaires, on a lancé une sorte de MBA interne. Donc, on a bien ce mot-là, ça nous fait un peu plaisir. Mais en gros, on s'est dit, le niveau intermédiaire de manager, il faut qu'on les aide à monter et à devenir nos leaders de demain. Et pour ça, il faut qu'on les muscle en termes de connaissance de notre industrie, de notre business et de la façon dont on l'opère. Et donc, on est allé voir tous mes collègues du comité de direction et on leur a dit, vous êtes tous les super experts de la boîte dans vos domaines. Donc, vous et éventuellement un ou deux de vos VP, est-ce que vous aimeriez faire une masterclass pour notre niveau intermédiaire? Et donc, on a lancé finalement comme sur la base un peu d'un MBA. Donc, on a des crédits sur l'industrie. Donc, ça va de comment on lit un PNL quand il est d'une plateforme de streaming, comment on fait un plan marketing d'une plateforme de streaming, comment on crée du revenu sur une plateforme de streaming. Et tous les métiers sont comme ça déroulés. On a bien évidemment une couche et des crédits autour de comment les muscler en management. Et à ce niveau-là, on les fait travailler beaucoup sur l'influence parce que c'est ce qui va être demandé quand on va commencer à prendre un niveau supérieur. Et puis le troisième axe, on a spécifiquement focus sur les femmes parce que c'est généralement aussi à ce niveau, ça je l'ai vu à peu près dans toutes les boîtes où je suis passée. Donc c'est pas spécifique à Deezer, mais c'est généralement à ce niveau-là où ça devient compliqué de passer dans l'étape dessus pour les femmes. Alors, me demande pas les raisons, je pense qu'il y en a 12 000, mais en tout cas, c'est compliqué. Donc, on leur fait des crédits spécifiques pour elles, pour qu'elles puissent faire un pas vers le haut et que justement, cette espèce de plateforme verte qui existe ici, en tout cas, soit cassée chez Deezer. Sur l'empowerment un peu, du coup. Voilà, sur aussi leurs freins, sur la façon dont on les voit dans l'entreprise. Ça nous fait grandir aussi au niveau de l'entreprise et de faire attention effectivement à la façon dont tout notre plan égalité homme-femme, de prendre en compte aussi ce qu'elles nous disent. Et puis, on leur donne aussi du mentorat, du soutien pour que d'une part, elles aient un endroit sécurite où elles puissent s'exprimer et d'autre part, qu'on puisse les aider à dépasser soit les freins qu'elles ont vécus, soit les freins qu'elles se sont posés elles-mêmes. Ok. Et sur l'influence, sur les managers, qu'est-ce que tu appelles influence? C'est comment, on va dire, faire avancer un sujet avec l'ensemble des interlocuteurs avec lesquels tu dois avancer. Ok. Donc, c'est pas de la politique, c'est pas de la manipulation,
c'est finalement de la collaboration transversale, mais de faire en sorte aussi que mon objectif, parce que c'est pas mon objectif personnel, mais celui de ma division, de mon département, de mon service, il soit atteint. D'accord, ouais, de l'influence, quoi. Trop bien, j'adore. Donc ça, c'est les managers. Alors si on revient plus, on va dire, à un niveau global, tu les définirais comment, toi, les ingrédients clés de votre culture d'entreprise aujourd'hui? On les a écrits, donc Ah, voilà, c'est super. relativement clair. Une des forces très importantes, c'est l'innovation, l'idée de toujours être en avance de phase, de d'avoir l'idée d'avance technologique, mais aussi sur la partie relation à nos clients. Puis avec un tiers de tech dans les effectifs, je pense que du coup, ça. Ouais, on a les experts pour le faire. Mm. Et puis, et voilà, et donc de toujours d'être audacieux, de pas se fermer à des idées nouvelles et de se challenger énormément. On est des challengers, donc on est obligé de se remettre en cause tout le temps avec une dimension un peu, je sais pas le traduire en français, donc je vais le dire en anglais, tant pis. Mais on Allez. est 100% anglophone, donc mais voilà, c'est le just hack it spirit. Donc hack it, ça veut dire en gros, ben je vais aller hacker l'idée, le projet, etc. Et je vais le penser différemment. Donc, il Ah, y a ce trop côté bien. très entrepreneurial. Donc, du coup, on encourage énormément la curiosité. Donc, aller se former énormément, aller voir ce qui se passe à l'extérieur, Trop chercher les meilleurs bien. experts sur son métier. Et puis, les deux derniers axes, c'est donc bilan, ça veut dire en gros, bah, c'est l'unité, c'est la solidarité entre les diverses équipes et faire partie du groupe au sens musical aussi. Mhm. Le dernier axe qui est peut-être le plus différenciant chez Deezer et qui est l'un des plus incarnés, notre valeur, on l'a appelé Be You, ça veut dire vraiment la self-expression, la capacité à faire valoir sa voix, quelle qu'elle soit. Donc, le but du jeu, c'est pas de museler, c'est de laisser les gens s'exprimer, les gens dans toutes les expressions, hein, qu'elles soient orales, qu'elles soient dans la façon de faire, donc qu'elles soient dans leur dans leur manière d'être eux-mêmes. Voilà. Après, on est ok, on n'est pas ok, on prend la décision d'y aller, de pas d'y aller, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, les gens ont le droit d'exprimer leur point de vue. D'accord, OK. Et ça, quand tu arrives dans l'entreprise, même si on parlera un petit peu plus tard de l'onboarding, mais tu vois, ces mantras que tu viens de nous partager, on les retrouve où? Tu les fais vivre, comment, en fait? On peut les retrouver sur votre site, par exemple? Alors, on les a pas diffusées à l'externe pour l'instant. Ce sont des valeurs qui vivent. En fait, on les a changées mi-2023, donc c'est quand même, enfin, même si ça fait un an, presque 2 ans, c'est récent dans la Mmh. culture et dans le. Oui. Du coup, il faut d'abord qu'elle soit vraiment totalement incarnée. Donc, on fait plein d'actions autour de ça. Donc, on a des années de thématiques par valeur. Donc, l'année dernière, c'était l'innovation. On a fait un grand challenge d'innovation dans l'entreprise d'ailleurs. On a fini on a fait la finale dans un théâtre Excellent. avec des collaborateurs qui ont pitché sur scène devant le comité de direction. Cette année, c'est justement BU, donc c'est la partie plus self-expression. Donc on va mettre, voilà, on met beaucoup de choses en place pour la partie discrimination et inclusion, etc. Donc on fait beaucoup de choses là-dessus. Et donc on attend qu'elle soit vraiment vraiment infusée, que ça devienne vraiment quelque chose d'automatique en interne pour se dire, OK, on peut vraiment le dire en externe et puis en faire une plateforme d'attraction, par exemple. OK. Mais en tout cas, on est parti quand même de ce qui existait déjà dans l'entreprise. C'est pas nouveau, c'est des comportements qu'on a observés, qu'on on sait que nos collaborateurs pensent comme ça. D'ailleurs, on les a checkés avec eux, on a déterminé les comportements avec eux, etc. Donc voilà, c'est en train de prendre, c'est en train de bien prendre. Mais il nous faut encore un petit peu de temps. Donc, on les est extrêmement diffusé en interne. On fait toujours référence à ces axes de culture, etc. En fait, tu peux le voir un petit peu dans la marque, dernier spot de pub, le côté un peu décalé, le côté, voilà, Eh, trop bien cette campagne, hein. ouais, sympa, hein. Donc, Ah ouais. euh, Trop bien, la nouvelle identité, trop bien, on adore. on adore aussi. Et effectivement, elle est plus proche de nos clients. Et puis surtout, elle fait valoir des valeurs d'ouverture vis-à-vis de toutes les inclusions, en fait. Et donc, ça, ce que tu vois dans la marque, c'est vraiment ce qui on est aussi. OK, très bien. Bah, écoute, merci pour ce partage. Je voulais aborder avec toi, tout ce qui est, relatif, tu sais, aux entretiens, à l'onboarding, à l'offboarding, chez, Deezer. Quand on a préparé cette interview, on a un petit peu, évoqué, toi et moi, tous ces moments un peu, de gêne qu'on a pu vivre dans nos expériences, personnelles, tous ces entretiens, foireux.
tous ces onboarding ratés et puis ces offboarding, bah, pas terribles non plus et je me dis: «Mais il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de ça». Tu me parlais, toi, notamment d'un entretien, foireux à base de, tests, de graphologie, c'est ça? Voilà, ça m'est arrivé une fois ça. Après, ce que oui, ça c'est pendant un entretien, l'intervieweur m'a demandé d'écrire une phrase sur un morceau de papier et il m'a fait, en plus, il m'a même pas fait de restitution. En fait, j'étais en train de réfléchir. Il a regardé le morceau de papier, il a souri, il l'a mis de côté. Et là, je lui ai dit: «Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. C'est pas possible». Bon, que ça, c'était assez bon, Oh la ça violence! c'est la prête à sourire. Après, ce que je vois moi souvent et c'est pas foireux, en fait, c'est un défaut de pas mal d'opérationnels et de managers, c'est que l'entretien en fait sert plus comme plateforme d'expression pour l'intervieweur que pour l'interviewé. Donc finalement, on passe 1 heure ensemble et toi, candidat, tu as parlé 10 minutes, quoi. Et là, tu te dis, mais comment ils vont faire leur choix? Et donc, moi, ça m'est arrivé 2-3 fois où voilà, je parle même 5-10 minutes. Et à la fin, on me dit, vous êtes génial, vous allez au prochain tour. Mais comment ils peuvent dire ça? Enfin, je veux Ah, dire, c'est en 5-10 incroyable. minutes, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas les 3 mots que j'ai dit que je peux avoir l'air Ah ouais, génial. mais ça, comme c'est tellement humain, je pense que c'est comme dans les speed dating, en fait, hein. Si tu compares, je pense plus la personne parle, plus elle a passé un bon moment, en fait. C'est ça. Ben oui, en fait, ils ont besoin d'une oreille. Finalement, le truc se reverse, en fait, se verse. Et donc ça, bien évidemment, c'est carton rouge quand on est DRH et qu'on accompagne des managers, on leur apprend à faire tout l'inverse. C'est le candidat doit s'exprimer et c'est pas donc bien évidemment on peut faire une conversation et il faut que ça soit équilibré, mais d'abord on écoute les candidats, sinon on peut Bah pas oui, faire c'est son la choix. base, quoi. Tiens, toi d'ailleurs, Valérie, t'en fais passer, toi, des entretiens encore, dans ton quotidien? Ah bien sûr, bien sûr. Toi, par exemple, tu es en charge de quel type de poste? Les gros postes, du coup, j'imagine? Ouais, mais parfois, il y a des postes qui m'intéressent et je demande à mon équipe recrutement de me présenter la shortlist. Alors moi, je suis une recruteuse déjà à la base, donc je suis peut-être un peu biaisée, hein, mais j'ai démarré ma carrière dans le recrutement. Mmh. Mais du coup, pour moi, un bon recruteur, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais. C'est peut-être la compétence la plus complexe à avoir en ressources humaines. Avoir les bonnes personnes au bon moment, aux bons endroits, c'est clé pour une entreprise. Donc, se tromper dans un recrutement, ça peut être une catastrophe. Et en l'occurrence, quand il y a des erreurs, et j'en ai vécu, parce qu'on peut pas non plus être 100% infaillible, bah, c'est assez catastrophique, en fait. Mmh. Donc, il faut toujours, pour moi, un RH, à quelque niveau que ce soit, être en contact avec des candidats voilà, pour se continuer à s'aiguiser et à comprendre qui sont les gens qui rentrent dans l'entreprise, comprendre le marché, Mmh, oui. savoir où on en est sur le marché, savoir comment Deezer se positionne. Donc moi, oui, je fais encore des candidats. Ouais. OK. Donc, si on revient là sur nos petites expériences personnelles foireuses, des onboarding foireux, tu en as vécu, toi? Alors ça, oui, en fait, le seul onboarding non foireux que j'ai eu, c'était chez Deezer. Et franchement, c'est pas moi qui l'ai mis en place. C'était l'équipe que j'ai aujourd'hui et la personne qui m'a précédée. Et je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment l'un des meilleurs onboarding. Et d'ailleurs, tous les personnes qui nous rejoignent me disent. Ah Donc, ouais? déjà, tu arrives le matin, tu commences, la première chose qu'on te fait, c'est faire un tour des locaux, t'expliquer les locaux, et puis on te donne tout de suite un PC. Donc, ça, c'est un truc bête, mais tu as tes outils de travail au bout d'1 heure. Moi, parfois, j'ai attendu 1 semaine pour avoir mes outils de travail. Ouais, Donc, ouais. voilà, donc c'est déjà, voilà, d'un point de vue purement pragmatique, la première demi-journée, elle est consacrée à tes outils de travail, ton environnement, les outils que tu vas utiliser online, où tu vas pouvoir retrouver la base documentaire dont tu auras besoin, les bases de conversation, les messageries internes, etc. On t'explique tout. Donc déjà, au bout d'une demi-journée, tu es OP. T'es OP. Tu peux commencer à te mettre en mouvement. Tu as ce qu'il faut. Tu es déjà connecté au reste du monde de l'entreprise. Et ce qu'on fait, que ce soit avec nos managers ou avec notre aide, c'est généralement, on prévoit les 2 premières semaines et donc le collaborateur en rentrant ou la collaboratrice, bah, déjà la première semaine, moi je dis toujours, faut pas que la personne déjeune toute seule, donc débrouillez-vous, mais voilà. Et puis les rendez-vous, les rencontres, voilà, sont organisés pour les 2 semaines qui viennent. Comme ça, le collaborateur, il est pris en main tout de suite pour rencontrer les bonnes personnes tout de suite, pour qu'il n'y ait Ouais, pas de c'est perte de temps.
C'est juste ce que tu dis parce que c'est vrai que parfois, même sans parler d'onboarding foireux, mais en fait, les onboarding où tu n'as pas de rendez-vous en fait dans la semaine. C'est-à-dire qu'en fait, on t'a prévu des meetings les 2 premiers jours et le reste de la semaine, tu n'as rien dans ton agenda, mais ça, c'est tellement fréquent. Tout à fait. Ouais, ouais, exactement. Et donc ça, je trouve que c'est extrêmement fort. En plus, on a tous les mois, alors on fait 2 jours de formation, ce qu'on appelle de l'induction au bon français. Donc c'est pendant 2 jours, l'ensemble des experts de l'entreprise passent devant les nouveaux et leur expliquent l'organisation, le produit, les métiers, etc. Donc normalement, à la fin du premier mois, il y a une connaissance de l'entreprise qui est faite. Donc on gagne énormément de temps. Et on a très certainement des choses à faire encore, se mettre en place des petits programmes, des choses comme ça pour les aider encore plus à connecter avec les autres services et les autres départements de l'entreprise. Mais je trouve que cet onboarding déjà est extrêmement qualitatif. Oui. Oui, oui, ça sent le bon sens et l'humanité, quoi, en fait. C'est parfois aussi simple. Enfin, il y a besoin de rien en plus, quoi. Et tu me parlais, quand on préparait un peu l'interview, très très peu, tu me disais que les meilleurs off-boarding du monde, tu les avais vécus chez Canal. Mais comme je suis pas du tout étonnée de ça. On était une équipe RH un peu, franchement, de dingue. Extrêmement compétente, hyper. Enfin, moi, j'ai appris grâce à mes collègues aussi chez Canal de façon décuplée. Il y avait vraiment une équipe RH de fou, quoi, à l'époque où j'y étais. Et du coup, quand quelqu'un de l'équipe, alors c'était une grosse équipe parce que c'était largement plus grand groupe que 10 heures, et ben on faisait vraiment, vraiment des fêtes. Ah bah oui. Et Oh on là là. disait vraiment bien au revoir. La base, quoi, en fait, hein. C'est vrai, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui fait Une bonne fête. qu'aujourd'hui, c'est une communauté qui est encore très active, en fait, où on est encore assez liés. Ouais, ça vous a marqué. OK. Si on parle un petit peu d'attractivité, effectivement, on entame, je te disais, pour moi, Deezer, c'est vraiment une boîte, mais tellement attractive. Est-ce que c'est le cas, en fait? Ou est-ce que tu as besoin, de temps en temps, toi, de sortir là ton artillerie, d'arguments, sur les forces de Deezer pour attirer des bons talents? Alors je vais commencer par là où j'ai des problèmes d'attraction. Je sais pas si c'est 10 heures ou c'est de trouver des femmes dans la tech. Ah oui. Là, j'ai un vrai sujet. Nous, on est à 23% de femmes dans les métiers de la tech, ce qui est dans le marché, Oui, mais je trouve ça complètement. pas bien. Je trouve ça pas Mmh. bien, je trouve ça pas assez, je trouve ça pas normal qu'un collaborateur ou une collaboratrice sur 5 dans la tech soit une femme seulement. Mmh. Et donc il y a un vrai besoin d'ouvrir ces métiers-là à des femmes. Je sais pas pourquoi, nous, on a peu de candidates qui postulent en spontané ou qui postulent sur des annonces. Il faut qu'on aille les chercher. Donc je sais pas si c'est parce qu'il y a quelque chose, un frein chez nous, je sais pas, ou si c'est mais là, je pense qu'on a un vrai sujet à développer. Donc, on va de plus en plus en amont dans les lycées, dans les écoles pour évangéliser autour de la tech, Génial. les jeunes filles, hein. Mais voilà, si parmi tes auditeurs, il y a des femmes développeuses, software engineer, etc., mais qu'elles écrivent parce que Ah ouais. elles seront vraiment les bienvenues chez nous. Et donc là, oui, là, je sors mes rames pour les attirer. Mmh. Et pour le reste, écoute, on a plutôt de la chance parce que tu vois, on est classé 30e sur le ranking d'Universum, qui est le ranking français et européen des entreprises préférées des étudiants. Et on est 30e sur 100. On est tout petit, on n'a pas beaucoup de budget, donc on fait très peu de relations écoles, on fait très peu de forums, donc on est très peu présent dans les écoles. Et on arrive pour autant à être dans le classement des 50 premiers. Et ça, c'est un petit exploit parce que pour avoir traité ces sujets-là dans des grosses étiquettes d'entreprises auparavant, où on mettait énormément de moyens pour Oui. être, voilà, d'être ranké dans les 10 premiers, etc., d'arriver voilà, dans les 30e sans gros efforts, en fait, de notre part, j'entends. Je trouve que c'est vraiment un exploit. Ouais. Et finalement, quand on diffuse des offres, on a beaucoup de candidats. Donc aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas noté de problème d'attractivité. Par contre, les femmes dans la tech, oui, je veux plus de femmes candidates dans ces métiers-là. Et donc, je les accueille à bras ouverts. OK. Bon, ben, à bonne entendeuse, les filles, allez-y.
Valérie vous attend. Envoyez vos CV. On mettra le lien évidemment du site carrière en descriptif. Bah après, tu sais que t'es pas isolé du tout sur cette problématique, hein. C'est un vrai questionnement, quoi. Après, je pense d'où l'histoire des rôles modèles, d'où aussi du coup ça prend du sens ce que tu nous disais tout à l'heure sur les initiatives aussi, sur l'empowerment des femmes, sur le leadership au féminin. Ouais. Bon, bah écoute, Non, parce qu'en plus, on a mis en place des choses géniales. On est signataire de la charte de la parentalité. On a du travail flexible possible. Donc, en fait, tout ce qui est des bloqueurs, on va dire, à la vie privée, enfin, l'équilibre vie privée, vie pro, je pense qu'on est plutôt bien positionné. On a des choses, en tout cas, à revendiquer. Donc, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à avoir... on manque en France de candidates dans ces métiers et de femmes qui s'y forment. mmh. Et pourtant, il y a des carrières géniales à faire. Enfin, je veux dire, c'est assez ouvert, en fait, comme filière métier. OK. Niveau rémunération, donc ça vient un peu, dans la même lignée puisqu'en fait, pour attirer, parfois la REM, c'est quand même un élément, important. Tu dirais que vous vous situez, où en fait, par rapport au marché et comment est-ce que tu gères toi, la progression salariale, la reconnaissance? C'est quoi le logiciel, Deezer? Alors, nous, on paye au marché. Donc, notre politique, c'est de payer au marché. Donc, tu trouveras toujours 50% d'entreprises qui payent mieux et 50% qui payent moins. Voilà. Donc, c'est un peu, on paye au marché. Donc, moi, je suis pas les bulles hein, d'éclatement parce que je trouve que ça crée ensuite des disparités complètes quand la bulle éclate. Donc, les gens perdent 30% de salaire. Enfin, c'est horrible. Donc, moi, je fais une progression dans le temps. Et on a mis en place des carrières passes. Donc, en bon français, ça veut dire quoi? Les parcours de carrière. Où en fait, donc on revient à ta question de départ sur management expertise. Donc, où en fait, les gens ont des évolutions possibles. Donc, on a un système de gradation des postes en interne. Et donc, ils ont des évolutions possibles, soit dans une filière de management, soit dans une filière d'expertise, avec voilà des grilles de salaire qui s'appliquent après en fonction. Et donc, on a des progressions de salaire, on va dire, équilibrées et les gens progressent dans le marché. OK. Bah, merci, écoute, pour cette réponse. Toi, tu disais aussi en entame que tu étais DRH à un scope international. Donc, ça fait de toi un observateur de tendance, en fait, dans les attentes collaborateurs, puis les attentes candidats. Est-ce que tu as remarqué des tendances émergentes ou des besoins grandissants chez ces populations? À l'international, tu veux dire? Oui, je me dis parfois à l'international, on observe des tendances émergentes qu'on met parfois un petit peu plus de temps à observer à une échelle nationale. Déjà, c'est très local, hein. La culture, elle est locale. Donc, il y a quand même des disparités d'un pays à un autre. Quand j'étais auparavant dans le luxe, je travaillais beaucoup avec l'Asie. On ne peut pas comparer le rapport au travail et le monde du travail en Asie Mmh. par rapport, par exemple, à l'Europe ou même aux États-Unis. Il y a des attentes différentes. Moi, je dirais que ce qui est chez nous vrai, c'est qu'on est une boîte française, même si on est très international. Notre langue de travail, c'est l'anglais. D'ailleurs, on vient pas travailler chez Deezer si on ne sait pas parler anglais, parce que sinon, on ne peut pas suivre ni les meetings, ni les activités. Et Oui. en fait, parfois, malgré tout, on est assez French dans notre façon d'être et de dire et de faire, qui peuvent, de temps en temps, voilà, on a nos collaborateurs à l'étranger qui peuvent nous regarder en nous disant bah, oui, ils sont vraiment très français, quoi. Hein. Donc, il y a un besoin, voilà, de s'adapter. Et comme on est en majorité français, parfois, nos collègues à l'international peuvent se dire, eh oh, là, bah, nous, on ferait pas comme ça, écoutez-nous, quoi. Donc, nous, on a besoin de faire un effort d'adaptation vis-à-vis d'eux qui est clairement demandé parfois. Oui. Et puis, après, je dirais que sinon, on a les mêmes attentes. C'est plutôt l'aspect Gen Z, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qui sont un peu, il y a des dénominateurs communs entre eux, en fait, sur justement la capacité à être prise en compte, y compris dans leur personne, pas seulement dans leurs compétences, mais dans leur personne. Ils ont besoin, voilà, d'être entendus. Ils ont besoin d'être contributeurs. Ils Oui. sont plutôt contents des jobs qu'ils ont, mais de toute manière, ils ont toujours des sujets où il y a un truc qui ira pas, ils vont l'exprimer. Donc, ils l'expriment de plus en plus. Les sujets de santé mentale sont aussi très prégnants chez ces populations qui font très attention.
Donc, l'employeur doit y répondre. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Et en tout cas, nous, on le note dans nos pays. Non, ok. Dis-moi, tu t'es aussi, donc alors là, c'est le moment de sortir mon meilleur accent anglais, donc tu te moques pas, Valérie. Mais jamais. Tu es aussi Chief Sustainability Officer, Indeed. donc comme tu disais, directrice développement durable en Ouais, bon français. ouais. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez rare finalement que la DRH, elle porte le sujet RSE aussi clairement et de façon aussi affirmée. Tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi que les deux soient liés? Alors, c'est important chez Deezer. En fait, c'est important chez Deezer parce que quand on regarde notre bilan carbone, on a 98% de notre bilan carbone déjà, c'est ce qu'on appelle le scope 2 et 3, c'est-à-dire ce qui est extérieur dans la chaîne de valeur de Deezer, à savoir le téléphone sur lequel tu vas lire ton app et puis la production de la musique. Et ça, bah, nous, on est responsable directement ni de l'un ni de l'autre. Et ensuite, quand tu regardes à l'intérieur, on a des sujets, bien évidemment, de transfert de data, etc. Mais c'est largement pas ce qui est le plus important. Et là où on a vraiment un impact sur le développement durable et sur que ce soit à l'interne comme à l'externe, sur tout ce qui est discrimination et inclusion. Et donc tout ce qui est lié aussi au rapport au travail, etc. Donc c'est la raison pour laquelle cette partie est chez moi. Ok. Donc bien évidemment, on travaille notre empreinte carbone sur notre activité, nos data centers, nos transferts de données, etc. Mais c'est surtout sur cet axe-là que Deezer a une force et un impact sociétal. Ok, trop bien. Super scope de DRH. Alors dis-moi, si demain je postule chez Deezer, c'est quoi l'avantage que je vais raconter à mes potes et qui va les rendre ultra jaloux? Plutôt que des conditions de travail, etc. Parce que franchement, on a plein de trucs. J'ai parlé de la charte de la parentalité, j'ai parlé du travail flexible. Là, on a encore des choses qui vont arriver. On a été parmi les premiers à mettre en place les congés menstruels, etc. Donc, on a vraiment des choses, on a vu des vraies avancées là-dessus. Ah oui, vous mettez en place des congés menstruels? Ouais. Ah Tu ouais. peux m'expliquer en fait? Tu peux me dire? Bah, en fait, c'est en cas de pathologie menstruelle. Donc, les femmes ont jusqu'à 12 jours par an qu'elles peuvent poser quand elles ont des problèmes d'endométriose ou de pathologie type endométriose. D'accord. Et donc, elles ont 12 jours par an de congés supplémentaires. Bah voilà, va pas chercher plus loin, hein. C'est ça que je vais leur raconter. Ça va les rendre jaloux. Voilà. Mais je pense que ce qui est vraiment chez nous, ce qui est sympa, c'est vraiment les jobs, quoi. Hein. Les jobs, Mais oui, mais bien sûr. on n'est pas une grosse boîte, donc on est tout de suite très en contact déjà avec la direction. Enfin, la direction, c'est un peu à la française, là, ce que je viens de dire, mais avec le management. C'est facile de croiser notre CEO, de prendre un café avec lui et puis d'échanger des idées avec lui. Tous les 15 jours, il fait des open doors, il reçoit une vingtaine de collaborateurs qui ont envie de prendre un café avec lui, prend un petit déj avec eux, il leur part. Ça, c'est quelque chose que je vois pas ailleurs, tu vois. Ouais. C'est cette hiérarchie qui est très fluide. Il n'y a pas une hiérarchie pesante. Et du coup, on peut faire valoir ses idées. Et je pense que c'est ça qui est... moi, en tout cas, avant de rentrer chez Deezer, ça me rendait jalouse. Du circuit court, je comprends. Oui. C'est vrai que c'est un bon argument aussi. Et dis-moi, il ne faut pas venir chez Deezer si tu... Qu'est-ce que tu dirais? Je parle pas anglais, déjà pour commencer, de façon Eh très ben concrète. voilà. Ça, c'est sûr. C'est depuis le début, ça, Deezer a toujours eu comme langue officielle l'anglais? Alors, depuis le début, j'en sais rien. Tu me poses une colle. Mais en tout cas, depuis qu'on a investi l'international, oui. C'est le premier CEO français qu'on a depuis septembre l'année dernière, depuis 7-8 ans. Ah ouais? Donc, ouais. Donc, on est vraiment internationaux. Et ça nous arrive souvent d'être en meeting avec que des Français, de continuer à parler anglais, en fait. Bah oui. Donc, Bien sûr. c'est vraiment notre langue de travail. Oui, c'est la langue officielle. Ouais. Donc, l'anglais, c'est un sine qua non. Il faut pas venir chez nous si on a envie d'être dans un rôle ultra défini, avec un début, un milieu, une fin. Il faut avoir cet esprit entrepreneur, bouger, flexible, agile. On travaille par à coup. Donc, il y a des moments où on travaille beaucoup, des moments où c'est plus calme. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans la tech. Donc, ça fait partie de notre façon de travailler. Et puis, il faut pas venir chez nous, c'était pas sympa. Voilà. Ah bah voilà. Alors les cons, passez votre chemin en fait. Voilà, en gros, on aime bien les gens voilà, qui sont ouverts, qui sourient, qui sont heureux et qui le partagent. Bah tant qu'à faire. Ben ouais. Non, mais c'est important le fit, voilà, de se dire ah oui, si une valeur très importante, l'humilité. Voilà, ça c'est important chez nous. Ah oui. Nous, on a besoin de gens humbles. Ça veut pas dire de gens qui justement disent pas ce qu'ils pensent,
mais ça veut dire des gens qui ont l'humilité d'écouter les autres et de pas la ramener quand ils savent pas, quoi, de poser les bonnes questions plutôt. Ok, eh ben, je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui nous écoutent. Bah, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Il y a un dernier petit exercice quand même pour toi. C'est ce qu'on appelle le One Minute Joy. Donc, tu vois, comme quoi on aime bien, nous aussi, parler anglais de temps en temps. Donc, en gros, Valérie, tu as 1 minute pour pitcher aux candidats qui nous écoutent pourquoi c'est ici, chez Deezer, qu'il faut venir. Est-ce que tu es ready? J'en ai dit beaucoup déjà, je vais me répéter. Ah non, mais là, Attends, mais tu n'as pas le choix. En fait, c'est un pitch d'1 minute. D'accord. Allez, go, j'y vais. Alors, Deezer, c'est Live the Music. Donc, quand on aime la musique, quand on aime défendre des artistes, quand on a envie de faire partie d'un écosystème qui défend la création, eh ben, c'est le bon endroit. À savoir exprimer ses compétences, faire partie d'un vrai projet et avoir sa voix qui porte. C'est le bon endroit pour apprendre parce que on a parmi les meilleurs scientifiques sur l'algorithme et sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. On a les meilleurs commerciaux, on a les meilleurs marketeurs. Franchement, on a des équipes canons qui ont des compétences et qui les transmettent avec plaisir. Et il faut venir nous rejoindre si on a envie de s'amuser parce qu'il y a aussi du fun. Des moments festifs où on célèbre les choses. Et donc, c'est aussi sympa pour ça. Je sais pas si j'ai fait 1 minute. Mais si, c'est trop bien. C'est pas grave, t'inquiète pas. En vrai, je regarde même pas. Non, c'était top. Franchement, Valérie, merci beaucoup. Et tu vois, moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu as dit des choses que tu n'avais pas dit avant. Et dis donc, je peux pas te laisser partir d'ici sans te demander ce que c'est que cette histoire de Louis XIV, quand même. Ah, ça, c'est quand on me demande. En fait, on a des fun facts. Dans mon équipe, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans mon équipe, on a tout un questionnaire où on a des fun facts et il faut retrouver, la personne qui vient d'arriver, elle doit retrouver à qui appartient le fun fact. En fait, je dis que j'ai pris un café avec Louis XIV. Et donc, il s'avère que dans mon parcours, j'ai travaillé pour une entreprise très, très importante de production audiovisuelle. J'ai créé la fonction de DRH là-bas. Il s'appelle Banijay. À peu près 80% de ce qu'on voit à la télé en France est produit par Banijay aujourd'hui. Et à l'époque, on produisait la série Versailles. Et donc, j'ai eu la chance de passer une journée sur le tournage. Ça a été un moment révélateur pour moi sur le métier de réalisateur. Et je me suis dit, maintenant, t'es un peu trop vieille, ma vieille. Mais si je devais recommencer ma carrière, je pense que j'hésiterais entre ces deux métiers-là. Et j'ai passé une journée à côté du réal. Ah, excellent. C'était génial. Et à un moment, entre deux scènes, je me suis retrouvée à côté du comédien qui fait Louis XIV. On a pris un café tous les deux, voilà. Mais comme il est en costume avec sa perruque et tout, je dis j'ai pris un café avec Louis XIV. Tu sais tout. Elle est bien cette série, hein. Moi, j'ai vu. Ok, d'accord. Tu vois, comme ça, la boucle est bouclée. On a commencé avec ça, on termine avec ça. Valérie, je savais qu'on allait passer un bon moment. Je te remercie. Merci à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup pour tes questions. J'insiste, c'est moi qui te remercie. Le truc qui n'en finit pas. Non, mais merci de ta spontanéité, merci de ton authenticité, de ta transparence. Merci à ton chien aussi, qu'on a finalement très peu entendu. Stanley, il m'attend à la porte, là, il gratte. Ah, merci Stanley. Mais vraiment, c'est hyper sympa de ta part parce que on n'a pas beaucoup entendu. On garde l'idée du dogcast pour une autre vie. Moi je ferai des dogcasts et toi tu feras des films. Ouais, écoute, deal. Je prends. Allez. Ok, écoute, merci beaucoup Valérie. Je te dis à bientôt. Je t'en prie Claire, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Valérie Bernard, DRH de Deezer, et on peut le dire, une DRH qui envoie du sun dans les oreilles. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas, pensez à le partager et puis laissez-nous quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute et puis parlez-en autour de vous tant qu'à faire. Hein. Et pour découvrir d'autres coulisses d'entreprises inspirantes, abonnez-vous à Megabar. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, faites du bruit. Bisous.